médecins, au début, les médecins ne considéraient pas les psychologues comme des partenaires avec eux pour travailler pour la prise en charge du patient. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des études plus approfondies sur l'humain et ils ont dans leurs mains une ordonnance, le traitement, c'est-à-dire ils donnent un traitement au patient. Donc pour eux, le travail du psychologue avec des paroles, ça ne mène à rien. C'est pas pour les médecins au début. Mais les médecins se sont confrontés à 3 problèmes où ils ont vu que le travail du psychologue est très important. Le premier problème que le médecin a eu dans sa pratique, a affronté dans sa pratique, c'était comment annoncer une maladie grave à un patient. Par exemple, on a une patiente, elle vient, elle a des vertiges, elle vomit, on fait un scanner, le médecin demande un scanner, il trouve qu'elle est atteinte par un cancer. Donc, comment annoncer ce diagnostic à un patient? Il y avait une difficulté. Il ne sait pas. Le médecin n'était pas formé dans le côté psychique, cette relation entre médecin et un malade. C'est le premier point, le premier obstacle. Deuxième obstacle, l'inobservance thérapeutique, c'est-à-dire quand le malade, on lui donne un traitement et il ne le prend pas. C'est pas seulement le traitement, l'observance thérapeutique ou l'inobservance, une observance هو عدم الامتثال للعلاج. Une observance الامتثال للعلاج. Donc, l'inobservance, c'est-à-dire que le patient ne suit pas les recommandations du médecin. Il ne prend pas son traitement. Il n'arrête pas, par exemple, de fumer la cigarette. Il n'arrête pas la prise de boisson. Il y a des recommandations. Le médecin va les donner au patient et il ne va pas les suivre. Donc, devant des cas inobservants, le médecin ne sait pas quoi faire. Parce qu'il donne l'ordonnance et le patient ne suit pas. Donc, comment ne suit pas le régime, par exemple, pour un diabétique, ne fait pas ses injections? Comment doit-on faire? Donc, deuxième obstacle. Et vous savez que si le patient ne prend pas ses médicaments, c'est un très grand problème et ne suit pas son régime, il va développer d'autres maladies. Et s'il aura d'autres maladies, il va... si quelqu'un ne suit pas les recommandations parce que, par exemple, il est un diabétique. S'il ne suit pas, il tombe dans d'autres maladies. Et s'il tombe dans d'autres maladies, il y aura son état physique qui va se détériorer, il y aura des dépenses, un autre médecin qui va le suivre, s'il y aura des hospitalisations, il y aura une prise en charge. Donc, même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ils disent que améliorer l'observance ou l'adhésion, c'est-à-dire que le patient, c'est-à-dire il prend son médicament, il suit son régime, il fait ses analyses, etc. Mieux qu'une découverte d'un autre médicament. Parce que si quelqu'un n'est pas observant, c'est mieux que de découvrir un autre médicament. L'OMS demande aux chercheurs de travailler pour que le malade soit observant. Il suit son traitement, il suit son régime pour ne pas compliquer. Donc, troisième problème où les médecins ont confronté. Ils ont confronté un autre problème, c'est les soins palliatifs. À l'étranger, il y a un service de soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on a des patients qui sont en phase terminale. Ils sont confrontés à la mort. Donc, ils sont là... Il y a un service pour les accompagner, les soins palliatifs. En Algérie, on n'a pas ça. Donc, les médecins ont trouvé des difficultés par rapport à ces 3, je dirais, j'ai résumé un petit peu les 3 points essentiels. Donc, depuis, ils ont fait appel aux psychologues pour annoncer la maladie aux patients, pour accompagner les médecins et les malades dans les soins palliatifs. Parce que même le médecin qui travaille avec des patients qui sont toujours mourants, il est affecté psychiquement. Et aussi, donc, on a l'observance, on a les 3 problèmes. L'inobservance surtout, c'est pas l'observance. On a les soins palliatifs et on a l'annonce de la maladie. Donc, depuis, les médecins ont fait appel aux psychologues. Mais le problème qui se pose actuellement, que le psychologue, quand il sort de l'université, il n'a pas le bagage qui va travailler, dont il doit avoir dans son background pour affronter et travailler et traiter ces situations. Il n'a pas le bagage. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui,
La plupart des maladies sont d'ordre psychosomatique, nefsi jasadi. Quand quelqu'un n'est pas bien, il développe la tension, il développe quand il a des problèmes, c'est le corps qui prend la relève, c'est le corps qui va réagir. Aujourd'hui, on ne parle pas de la nefsi jasadi seulement, on parle de la psychosomatique intégrative. Ils ont intégré les neurosciences. Ça veut dire quoi les neurosciences? Je schématise que les neurosciences, c'est-à-dire n'importe quel, je dirais quand on n'est pas bien psychiquement, un dépressif ou il y a des ondes dans le cerveau qui vont être affectées, qui vont être rétrécies. Donc, il y a des ondes dans le cerveau qui vont accompagner le mal-être psychique. Donc, les neurosciences sont devenues, actuellement, ils ont un très grand impact. Et aujourd'hui, nos étudiants, même si on fait un module de neurosciences, il est en découverte, il n'est pas en unité fondamentale. Découverte, c'est-à-dire pas beaucoup de coefficients. En plus, quand on enseigne ce module, il faut l'enseigner en collaboration avec l'hôpital, les scanners, les IRM pour voir les ondes du cerveau, etc. Et l'enseignant se trouve démuni, il n'a pas tous ses moyens pour les montrer aux étudiants. Par exemple, au Canada, on a l'université, on a la faculté de psychologie, on a à côté de l'université, c'est conçu dès le début, un hôpital, un centre spécialement en psychologie. Les étudiants, ils font tous leur stage dans ce service, ils sont orientés. Il y a un lien entre l'université, la formation et la pratique. Et l'enseignant peut se déplacer au centre pour encadrer son étudiant, pour collaborer avec les autres. Il y a un travail, c'est mitoyen, un mur mitoyen, c'est-à-dire collé à l'université, le centre. Donc, vous voyez, là, nous, les étudiants sont en train d'errer. Les stages, il n'a pas trouvé, ou là, parfois, il trouve un stage qui n'est pas adéquat avec sa thématique. Il est essentiel qu'il fasse un stage. Et l'encadrement, je dirais que entre l'enseignant encadreur et l'encadreur au milieu du stage, on n'a pas cette relation, cette collaboration pour avoir un travail plus, je dirais, fructueux pour l'étudiant et pour aussi la société et la recherche. Donc, deuxième point, donc la psychosomatique. Donc, dans la psychosomatique, donc, par exemple, la psychosomatique intégrative, aujourd'hui, dans la psychosomatique intégrative, on trouve, par exemple, le modèle de Jean-Benjamin Stora, où il intègre cinq dimensions. Il a dépassé l'appareil psychique qui est tout seul à réagir. On a le système autonome, le système immunitaire, le système nerveux central, la génétique, le système psychique. Quand on a une excitation, un trauma ou quelque chose, c'est tous les systèmes qui vont réagir. Et surtout tous les système immunitaire, le cerveau, c'est les neurosciences. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, les étudiants n'étudient pas cette matière, elle est très secondaire. Donc, je parlerai aussi du cadre. Les psychologues intégrés qui travaillent dans les hôpitaux, ils n'ont même pas un bureau où ils doivent recevoir le patient. Le patient, on ne le voit pas n'importe où. Il nous faut un cadre, il nous faut un bureau, il nous faut un matériel. Parfois, on a des tests à utiliser pour mieux cerner le fonctionnement mental, par exemple, test Rorschach, TAT, ou des tests, des échelles, etc. On trouve que l'étudiant n'a pas beaucoup de connaissances par rapport à ces tests. Et aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué chez nos étudiants? J'ai remarqué, quand on fait un travail, même en doctorat de recherche, l'étudiant a une attraction, il a une attraction envers la documentation étrangère, sans voir la revue de la littérature locale. Tout ce qui est, par exemple, en psychosocial, Slimane Madhallah Yarhamou, il nous a fait des merveilles avec ses livres sur la société algérienne. Donc l'étudiant a plutôt, il s'accroche, il s'agrippe à la documentation européenne, française, belgique, etc. et la recherche des autres sans chercher et valoriser nos recherches. Aussi, on a un problème, les tests. Les tests, parfois, l'estime de soi. De Coppersmith, ce test a été réadapté sur la société algérienne. C'était une thèse de doctorat à Oran, le test était validé. Mais on voit nos étudiants, quand ils utilisent ce test, cette échelle, ils utilisent de Coppersmith, c'est la version étrangère.
Donc pourquoi cette réticence ou je dirais cette résistance pour tout ce qui est local? Donc, je vous ai dit que le cadre, quand le psychologue part pour des stages ou part pour travailler, il n'a pas ce bureau. Le bureau est donné au médecin. Même si le médecin prête à l'étudiant ce bureau, il y a l'infirmier qui rentre, le médecin qui rentre. Donc, il y a une transgression du cadre. Parce que le cadre, quand on voit un patient, il faut le voir dans un contexte calme, la porte fermée, pour que le patient puisse parler de ses secrets, de son mal-être, je dirais. Mais là, on trouve des bureaux, même s'ils vous prêtent le bureau, il rentre, il sort. Donc, c'est pas un cadre très, je dirais, très confortable. Donc, le clinicien, je vous ai dit que la formation, il y a un grand décalage. On trouve que je dirais, on a des étudiants qui se sont installés à la fonction, au niveau de la fonction libérale, et ils utilisent pour n'importe quel cas, la psychothérapie de soutien. C'est-à-dire, je donne des conseils. Je dirais que la plupart des pathologies, c'est pas la psychothérapie de soutien, c'est la psychothérapie profonde au vrai sens du mot, les PIP par exemple, ou le cognitivo-comportemental. Il faut, surtout les PIP, la psychothérapie d'inspiration psychanalytique, où il faut revoir l'histoire, etc. Donc, comme elle disait Colette Chilan, le clinicien se tait, il est calme, pour laisser l'autre parler, écouter, on écoute. Et parle pour lui faciliter la parole. Donc, si le patient parle, je le laisse parler. Mais si il a des inhibitions, je vais lui poser des questions, je vais intervenir pour lui faciliter la parole. Mais on ne trouve pas cette position de bienveillance chez tous nos étudiants parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, ils n'ont pas fait des stages pour les renforcer à demain prendre cette tâche-là. Donc, je dirais que... Donc, je dirais que il faut revoir cette الفجوة كما يقولوا entre la formation et le travail et la société où il doit intervenir le clinicien. Il faut revoir même le programme et le retravailler selon les données scientifiques actuelles, surtout les neurosciences dans le domaine de la psychologie. Et je dirais que même les laboratoires de recherche sont démunis parce que si, par exemple, j'ai mon collègue qui travaille, il est là, monsieur Laouidj, docteur Laouidj, il gère une équipe dans le labo sur les troubles du sommeil, qui a une relation avec les neurosciences, mais il n'a pas le matériel. Il n'a pas le matériel pour voir ces perturbations, etc. Donc, les moyens, ça compte énormément et la compétence compte énormément. Et il faut encadrer les étudiants d'une façon efficace pour qu'ils prennent plus tard la relève. Et il faut prendre cette relève d'une façon, je dirais, la formation, elle est très importante. Et le travail en collaboration avec le CHU est c'est un travail très important. C'est pas seulement le CHU pour les médecins, je dirais même pour les psychologues. Et le psychologue qui intervient aux hôpitaux, il faut qu'il soit formé en psychosomatique parce que la plupart des maladies sont chroniques et le psychique a une grande part. Psychosomatique, nefsi jasadi, c'est-à-dire quand on n'est pas bien psychiquement, le corps va prendre la relève et la personne tombe malade. Mais l'inverse aussi, c'est juste. Si quelqu'un a une maladie grave, le soma, le jasad, le corps, ça va influencer aussi le psychique. Donc, il faut former les étudiants dans ce sens et je vous remercie. Merci, professeur.